Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Podcast, la triple menace, 5 juillet 2026. C'est les seules informations que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera deux aujourd'hui. Mio, qui est présentement... je ne sais pas s'il est arrivé officiellement, mais je sais que notre cher Emilio est, à son tour, fait des allers-retours sur la 117 jusqu'à du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Shout-out à lui qui vient de compléter son déménagement, qui devrait être avec nous encore sur la Rive-Nord de Montréal jusqu'à cet automne et qui devrait éventuellement arriver. Mais on lui souhaite un bon fin de déménagement. J'espère que votre déménagement a aussi bien été. Je sais que moi, j'ai été correct. Félix, je pense que tu as été correct. Pas de problème, aucun problème pour moi de mon côté. Moi, le 1er juillet, c'est synonyme de travail avec le marché des joueurs autonomes dans la LNH. On va y revenir d'ailleurs à une journée qui a été assez haute en émotion, sauf peut-être un peu à Montréal, quoique. Mais bref, non, le déménagement, ça a très bien été. Pas trop eu à forcer cette année, malgré la grosse canicule. Excellent. Écoute, on va en parler juste avant de commencer. C'est son, on parlait que Mio ne sera pas avec nous cette semaine. Shout-out quand même aussi à Admin J, que c'est son anniversaire aujourd'hui, qui est au Peach Club en train d'aller voir Snoop Dogg. J'ai comme appris il y a comme 20 minutes que Snoop Dogg est au Québec en ce moment. OK, yes. Fine. fait que bonne fête, Jay. Écoute, Félix, 1er juillet, l'ouverture du marché des joueurs autonomes, on voulait tout signer à Montréal. Les gens voulaient qu'on signe tout le monde à Montréal, puis que finalement, on se retrouve avec des contrats faramineux un peu. On va y revenir un peu là-dessus, mais bombe en ce vendredi 3 juillet du côté de la LNH, et plus précisément à Orange County, Anaheim. Leo Carlsson, qui a officiellement accepté une offre hostile de 5 ans, 90 millions de dollars avec... En tout cas, déposé par les Flyers de Philadelphie. Par où commencer? Est-ce qu'on commence par le contrat, le fait que Daniel Brière déteste viscéralement Anaheim, ou juste le fait que ça sortait d'absolument nulle part et que Pat Verbeek a une énorme part de responsabilité dans ce dossier-là? Écoute, moi, je vais commencer par ça, parce que Pat Verbeek, moi, c'est mon... moi, Pat Verbeek, là, j'ai envie de le passer dans le tordeur. Je l'ai fait dans un texte pour dans les coulisses, mais je le refais ici sur le podcast, OK? Pat Verbeek, depuis quelques années, depuis qu'il est devenu DG des Ducks, on adopte une tactique de négociation qu'on maintient la ligne dure, OK? On laisse les gars se rendre dans leur dernière année, les négociations sont lourdes, puis on se souvient, il y avait des sondages dans The Athletic avec des agents où est-ce qu'on disait que c'est la pire équipe avec laquelle négocier. On se bat pour des 10 000 $, on se bat pour des peanuts. Chaque petit gain est incroyablement difficile à obtenir quand tu négocies avec les Ducks. OK? Et quand tu regardes les dernières années, tu constates que le cas de Carlsson, c'est un peu une suite logique par rapport au fait que Trevor Zegras, ça avait été des négociations laborieuses, on a fini par l'échanger. Mason McTavish, ça a été des négociations laborieuses, une année difficile, on l'a échangé à Saint-Louis. Jamie Drysdale, ça avait été un peu tout croche. Si on a eu Cutter Gauthier en échange, mais ça avait été un peu tout croche. On se l'était un peu mis à dos à ce moment-là. Et là, on se retrouve avec Leo Carlsson qui aurait pu signer un contrat de 8 ans dès l'année passée. On aurait pu régler ce dossier-là. Et écoute, pour encore faire... Mettons à peu près quoi? 9 millions à peu près? Genre 10-12 peut-être? Mais pour encore plus faire mal paraître, Pat Verbeek, une entrevue de Leo Carlsson l'an passé qui est ressortie cette semaine. Leo Carlsson, l'an dernier, s'est fait questionner à savoir si on t'offre 8 ans, 9,5 millions par année, est-ce que tu signes? Il fait « Je rêverais de signer ça. » Et là, on se retrouve un an plus tard. Les Ducks ont une situation pas mal plus délicate entre les mains. Leo Carlsson a accepté une offre de 18 millions par année pour 5 ans. Et écoute, Pat Verbeek, je comprends, c'est un vieux de la vieille, après avec Steve Yzerman et tout, mais à un moment donné, dans les négociations qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus comme ça que ça marche. Et si tu veux avoir des bons jeunes joueurs, on parle beaucoup de cet avenir-là qui est radieux à Anaheim, puis avec raison. Là. On a beaucoup de bons jeunes attaquants et défenseurs. Il y a quand même du beau monde en défense aussi, là. Mais écoute, si tu finis par toutes les tasser, comme tu as tassé Zegras, comme tu as tassé Drysdale, comme tu as tassé McTavish et comme Carlsson pourrait partir maintenant, c'est une bonne tactique si tu veux vraiment être sûr de tasser tout le monde, t'assurer que tout le monde a envie d'aller voir ailleurs. Et
autre chose aussi, petit message à Pat Verbeek. Ne va pas dire à tout le monde le 1er juillet que tu vas égaler n'importe quelle offre pour Leo Carlson. Parce que tout ce qui va se passer quand tu fais ça, tu tentes le diable. C'est sûr qu'il y a un DG qui a vu ça. Il a fait, Daniel Brière a vu ça. Il a fait, all right, man. On va voir à quel point c'est vrai. Est-ce que Daniel Brière a réussi à coller le bluff de Pat Verbeek là-dessus? On verra bien. Mais c'est tout un dossier, celui-là. Puis surtout, ce qui est immensément drôle, c'est que l'offre a été déposée et acceptée le 3 juillet. Le 1er juillet, 2 jours avant, les Prédateurs de Nashville et, entre guillemets, les Coyotes de l'Arizona qui venaient 2 jours auparavant de se débarrasser de le fameux contrat de chez Weber qui avait été signé d'une offre déposée par les Flyers en 2012. Ouais. Je pense que Flyers, c'est hey, sais-tu quoi? Je pense qu'on pourrait réessayer une deuxième fois. Tu sais, vu qu'il on est dû. On pourrait le faire une deuxième fois, juste pour le LOL. C'est fou, man. Tout ce dossier-là est fou. Puis écoute, le 18 millions est un choc, évidemment. Je pense que c'est ça qui retient le plus l'attention. À moins, écoute, qu'un gars signe pour plus d'ici là, disons un Connor Bedard ou quelque chose d'autre. Mais ce serait surprenant quand même. Leo Carlson va être le joueur le mieux payé de la Ligue en 2026-2027. C'est complètement fou, là. Je veux dire, Leo Carlson a beau être un jeune centre prometteur, qui a le potentiel de devenir un premier centre et qu'il est peut-être déjà, même s'il n'est pas un excellent premier centre encore, déjà vraiment un centre de très grande qualité à seulement 21 ans. Écoute, c'est beaucoup, mais si tu veux réussir une offre hostile, on l'a vu à Montréal, entre les sagas Montréal-Caroline, c'est pas en faisant une offre comme celle que Montréal a déposée à Sébastien Aho, qui est une offre complètement normale, que tu vas réussir à sortir le gars. C'est en faisant une offre comme les Hurricanes ont fait à Kotkaniemi que tu vas réussir à sortir le gars. Une offre que, oui, le montant est élevé, parce qu'il faut que tu donnes une raison à l'autre équipe de ne pas juste matcher tout simplement. Là, les Ducks se retrouvent dans une position où est-ce qu'on doit payer soit 18 millions par année pendant 5 ans et amener Carlson directement à l'autonomie complète dans 5 ans, ou on le laisse partir, on prend cash shot de première ronde. Mais écoute, les Flyers, je vais quand même leur donner du crédit. Ça fait des années qu'on se dit il faut qu'on ait plus d'offres hostiles, il faut que les DG utilisent cet outil-là. On ne veut pas le faire parce qu'on est chumé avec les autres DG puis on ne veut pas endommager nos relations. À un moment donné, ta job en tant que DG, c'est d'améliorer ton équipe le plus possible. Et les Flyers ont vu une opportunité de le faire. Les Flyers, pour tout le talent qu'on a, on n'a pas de premier centre. La ligne de centre de cette équipe-là est assez mince. On n'a pas de vrai premier centre. Si on est capable d'aller chercher Leo Carlson, là, le groupe d'attaquants va devenir vraiment, vraiment... Même si c'est à 18 millions, là, on commence à avoir un groupe qui a vraiment, vraiment de l'allure. Puis surtout, tu sais, le monde regarde Leo Carlson pour dire « Ah, il a fait juste 69 points l'année passée. » Ce gars-là vient de jouer sa saison de 21 ans. Pour moi, Leo Carlson, c'est un gars qui va faire point per game l'année prochaine, peu importe où c'est qu'il sera mort. Absolument. Si c'est soit Anaheim. Puis, malheureusement, je pense pas qu'on va trouver un moyen, même à la toute fin de ce contrat-là, de dire « OK, c'est une bonne offre, c'est un bon contrat. » Tu sais, je pense que veut pas, ça va prendre vraiment beaucoup de choses pour que ce contrat-là soit pas un overpay, même à la fin de ce contrat-là. Mais en même temps, je me dis, ce gars-là est un premier centre d'avenir dans la Ligue nationale. Déjà un des meilleurs centres fabricants de jeux de toute la Ligue nationale, seulement 21 ans. Puis pour Anaheim, pour revenir un peu à Anaheim aussi, tu sais, on a parlé de Zegras, on a parlé de Drysdale puis tout ça. Là, si on perd Leo Carlson, ça, c'est le plus gros morceau de ta reconstruction que tu perds, là. C'est comme si Montréal se faisait offer sheet, Lane Hudson demain matin, là. Puis qu'on perdait demain matin. Là. C'est le plus gros morceau. Là, ce qui est intéressant aussi du côté d'Anaheim, juste peut-être une heure et demie avant qu'on commence à l'enregistrer, on a appris que Pavel Metyukov va signer pour 5 ans, 7,2 millions. Là, ce qui fait en sorte que la situation salariale des Ducks en ce moment, c'est un cheveu en dessous de 10 millions de dollars disponible pour Connor Gauthier. Écoute, si on réussit à matcher du côté d'Anaheim et de signer Connor Gauthier pour moins de 10 millions de dollars, je pense pas que ça va arriver. Et deux, tu sais, Pat Verbeek a peut-être une rédemption, mais je pense que, tu sais, Connor Gauthier qui vient de faire une saison de 40 buts va pas accepter 10 millions par année pour les 5 prochaines années. Même s'il signerait un bridge pour atteindre l'autonomie à la fin de son contrat, je pense que du côté d'Anaheim, est-ce qu'on vient peut-être de donner peut-être un signe que les Flyers vont obtenir puis que finalement l'offre ne va pas être égalée d'ici vendredi? Ben, je pense que c'est surtout qu'il y avait des requins qui commençaient à rôder pas mal autour de Mintyukov. Parce que Connor Gauthier ne fait pas signer d'offre hostile. S'il y avait pu, je pense qu'il y aurait eu 16 millions sur sa table demain matin pour qu'une équipe qui aurait essayé de sortir pour vraiment mettre les Ducks dans le trouble. Mais là, Mintyukov, lui, était éligible en signer une. Puis, écoute, en tout respect pour Mintyukov, qui est un bon défenseur, un défenseur talentueux, puis tout, là, mais, hey,
ça vaut pas 7,4 millions Pavel Mintyukov dans l'état actuel des choses. C'est vraiment ce que j'imagine qui est arrivé. Là. Il y a une équipe qui a appelé les Ducks qui a fait là, juste te dire, mon homme, là, si tu le signes pas tout de suite, il y a une offre hostile qui s'en vient pour lui aussi. Ça va péter. Frank Saravelli a écrit sur Twitter justement qu'il y en avait une qui était proche juste. Puis bizarrement, on a annoncé dans, je pense, l'heure suivante que Mintyukov avait signé avec les Ducks. Fait que c'est presque sûr que c'est ça qui est arrivé. Les Ducks, en ce moment, sont dans une situation tellement précaire. Tu l'as dit, si on égale l'offre de Leo Carlsson, Mintyukov à 7,4 millions, il va falloir que tu tasses de l'argent parce que Cutter Gauthier ne va pas signer pour 10 dans cette échelle salariale-là. Le problème, c'est que là, on revient encore au fait que les Ducks vont être en position de faiblesse parce qu'il faut que tu libères du salaire. OK, cool. Tout le monde le sait qu'il faut que tu libères du salaire maintenant. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va te faire un cadeau qui dit « gars, hey, envoie-nous ton mauvais contrat, là, on va te donner un choix de deuxième ronde pour... » Genre Alex Killorn, pour nommer quelqu'un. Alex Killorn ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, tu te dis peut-être que là, ça va devenir un peu plus difficile d'échanger ce vilain contrat-là. Tu sais, on parle, mettons, que les Oilers ont réussi à avoir quelque chose pour Darnell Nurse à 9 millions. Les Oilers n'étaient pas dans une position de faiblesse comme le sont les Ducks en ce moment. Tout le monde le sait que les Ducks sont extrêmement faible en ce moment. On n'est pas dans un coin, ça va être difficile de s'en sortir, peu importe ce qu'on fait. Fait que je sais pas trop comment Pat Verbeek va sortir de tout ça, mais c'est. Tu sais, quand il y avait eu les deux offres hostiles aux deux joueurs des Oilers, on avait dit wow, Stan Bowman, c'est vraiment comme creuser sa tombe à ce moment-là. Pat Verbeek vient de creuser sa tombe lui aussi. Et là, il a cherché le trouble pendant longtemps en repoussant ces négociations-là, en s'assurant que ses joueurs soient. De maintenir la ligne dure puis tout. Ben, il l'a trouvé. Le trouble qu'il cherchait, il l'a trouvé. Puis écoute, parce moi, il y a un point aussi que je pense qu'on oublie un peu là-dedans. Là. Si Leo Carlsson a accepté cette offre-là, je ne le blâmerai pas d'avoir accepté cet argent-là, peu importe le fait que ça débalance la structure salariale, puis tous ceux qui le traitent de... Honnêtement, là, si quelqu'un nous écoute et que quelqu'un a reçu 90 millions dans sa face pour les 5 prochaines années, donc genre 39 millions pour genre les 12 à 18 prochains mois, là, quelque chose. Je pense que c'est quoi? C'est 39 millions d'ici l'année suivante. D'ici un an, là, quelque chose de même. Là, avec les bonnes dans le fond, mais ce qui arrive, c'est que l'offre, la manière qu'on l'a structurée, les Ducks refusent de donner des bonnets à la signature. On ne le fait pas. Et la façon qu'on a structuré le contrat, presque la quasi-totalité du contrat est en bonnet à la signature. Ça veut dire que le 1er juillet, il faut que tu envoies un chèque de plusieurs millions. Si les Ducks égalent l'offre des Flyers, OK? La seconde où est-ce qu'ils le font, il faut qu'il y ait un chèque de 20 millions de dollars qui se ramasse dans les poches de Leo Carlsson. Il y a ça aussi. La manière qu'on l'a structuré, on a vraiment placé les Ducks. Peut-être que Pat Verbeek va vouloir le garder. Peut-être que les propriétaires vont faire non, j'ai pas envie de sortir ce chèque-là pour vendredi prochain. Puis l'autre aspect, puis je reviens un peu à ce que je disais, si Leo Carlsson a signé cette offre-là, là, à quel point il a vraiment envie d'être à Anaheim aussi. Je comprends qu'il y a l'argent qui est un facteur et tout, là, mais si Leo Carlsson a écouté des offres hostiles, qu'il a décidé d'en signer une, parce que c'est pas juste les Flyers qui ont déposé l'offre, il l'a refusé. Là. Il a fallu qu'il accepte l'offre. Lui, Leo Carlsson a accepté d'aller avec les Flyers. Si les Ducks n'égalent pas l'offre, évidemment. Fait qu'à un moment donné, si c'est les Ducks, c'est ce que tu dis, gars, Leo Carlsson, il est vraiment, vraiment bon, mais est-ce qu'on va payer 18 millions par année pendant 5 ans pour un gars qui ne veut pas de temps être ici? Parce que là, ça, c'est la grosse question que les Ducks doivent trouver auquel les Ducks doivent trouver la réponse. Si tu ne penses pas que Leo Carlsson est heureux à Anaheim, si tu penses qu'il veut s'en aller, veux-tu un gars malheureux qui ruine toute ta structure salariale pendant 5 ans quand tu peux juste prendre les 4 shots de première ronde et dire, gars, on prend un pas de recul, on va essayer d'en trouver un autre? C'est des questions qui méritent d'être posées à Anaheim en ce moment aussi. Puis je pense que le dilemme d'Anaheim aussi, c'est de voir à quel point ces 4 choix de première ronde-là pourraient donner, parce que ce qui malheureusement n'aidera pas Anaheim là-dessus, c'est probablement que les Flyers s'en vont sur une pente ascendante. Un, pour commencer. 2, la métropolitaine, à part peut-être Washington qui s'est vraiment amélioré durant les dernières semaines, il n'y a pas grandes équipes qui se sont améliorées du côté de la métropolitaine. Donc, on est, sans dire qu'on va être sûr, mais on va être bien en place pour faire les séries. Puis sur ces 5 prochaines années-là, ces choix de repêchage-là, ça va être du 17 au 32e rang. Là. Ça risque d'être en deuxième moitié de la première ronde aussi. Puis, pendant que tu parlais un peu, je voulais aller voir un peu à quoi pourrait ressembler le top 6 à Philadelphie pour la saison prochaine. Travis Konechny et Porter Martin, il ne faut pas oublier, on a Porter Martin qui est devenu quasiment une rockstar à Philadelphie. Aux côtés de Leo Carlsson, c'est la première sur le premier trio.
avec Tyson Forster, Trevor Zegras, qui est encore à re-signer du côté de Philadelphie, et Matvei Michkov. Moi, je trouve que c'est un pas pire top 6 d'équipe qui va participer en série pour encore bien longtemps. Là. Mais pour vrai, ferme tes yeux 2 secondes. Là. Imagine 3 ans dans le futur, OK? Là. Imagine un trio qui ressemble à Poire. Dans l'ordre, dans le désordre, c'est pas important. Là. Matvei Michkov, Leo Carlsson, Porter Martin. Ces 3 gars-là sur un même trio. C'est violent. Les Flyers, moi, les Flyers, depuis que je suis né, et ça a toujours été ça, là, ça n'a jamais été l'équipe la plus offensive. Ça a été l'équipe de « Oh, on va te battre 2-1, on est violent, puis tout. » Puis, hey, sérieux, là. C'est quand même ironique, surtout que les Flyers étaient reconnus pour être un club qui trouve jamais un fucking bon goaler une fois dans le vie. Hey. Ce qui est malade, c'est que ce trio-là là, aurait... C'est un peu comme à Montréal en ce moment, on voit des Suzuki, Caulfield, Slav, Demidov, Hudson, puis on se dit « Wow, on n'a jamais vu de notre vivant autant de talent à Montréal. » À Philadelphie, juste ce trio-là aurait plus de... Puis en tout respect pour Claude Giroux qui est passé là, Sean Couturier qui a eu des belles années, il y a quand même eu des bons attaquants qui sont passés là, mais ce trio-là, si tout le monde atteint son plein potentiel là-dedans, watch out. Watch out. C'est Dan Vladar aussi peut continuer sur sa lancée de la dernière année aussi. On pourrait avoir quelque chose de beau à Philadelphie. Donc, il faut s'attendre à ce que les Flyers soient en pente ascendante et qu'ils ne ratent pas les séries. Donc, il faut s'attendre à des choix de deuxième moitié de première ronde du côté d'Anaheim si on n'égale pas l'offre et qu'on reçoit les pics en échange. On va se transporter un peu du côté de Montréal, un peu, juste parler un peu de... Juste pour le dossier Carlson, j'ai 2 questions pour toi. Oui puis non, les 2 questions. OK. Est-ce que les Ducks vont égaler ou non? Oui. Je pense que oui aussi. Est-ce qu'un autre joueur va signer une offre hostile d'ici la fin de la saison morte? Parce que là, il faut pas oublier, on parle de Leo Carlson. Il y a quand même eu Barrett Hayton aussi qui en a signé une. C'est vrai? Le 1er juillet. On en a moins parlé parce que c'est moins un gros nom et tout. Puis ça, c'était sur nous aussi de la part des Devils. On a fait une offre qui fait en sorte que si le Mammouth égale l'offre, Hayton sera en autonomie complète dans un an puis on n'a pas le droit de l'échanger. Ça, c'est fourbe, ça aussi, bien pensé. Mais est-ce qu'il y a un autre joueur qui en signe une? Ben, écoute... on l'avait noté sur le planning du show. On peut sauter de suite le segway juste trop beau. T'es-tu en train de penser à Connor Bedard, toi, là? J'ai pensé à Bedard, puis j'ai pensé à Adam Fantilli aussi. C'est les 2 noms que j'ai pensé. OK. À ta deuxième question, non. Moi, je pense que ça va être la dernière. La dernière pour le... Okay. Surtout si Mintyukov vient de sortir du marché, là, je pense que... En tout cas, on verra un petit peu là-dessus. Mais Mintyukov était peut-être le candidat le plus probable. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais, ouais. OK, c'est bon. On va se transporter du côté de Montréal vite un peu parce que ça a bougé, mais pas tant en même temps du côté de Montréal, surtout le 1er juillet. Je pense dire que sans signer de joueurs autonomes, je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, que Montréal a peut-être fait le meilleur move de la journée en signant Ivan Demidov pour 8 ans. Et moins de 10 millions de dollars, encore une fois. 9-15. C'est pas juste moins de 10 fois. Une autre masterclass de Kent Hughes pour signer son corps. Je suis vendu. Et puis, oui, effectivement, en termes de points par dollar, là, ça va être une des belles aubaines de la Ligue, surtout avec un plafond qui va exploser. Demidov qui est sous contrat maintenant jusqu'en 2035 parce qu'il y a encore son année... dernière année, son contrat recru. Et après ça, on rentre dans le gros contrat. Mais écoute, la seule chose que je vais dire, OK, puis j'adore le contrat de Demidov, j'adore tous les autres contrats qui ont été signés. Puis juste revenir à un point que j'avais la semaine passée, c'est bien beau être patient, c'est bien beau régler tous ces dossiers-là, c'est bien beau que tous ces gars-là te donnent de la flexibilité salariale, mais à un moment donné, tu peux faire quelque chose. Pas tout le temps laisser la parade passer sans jamais capitaliser là-dessus. Parce que là, les gars laissent de l'argent sur la table en se disant ben, ça va servir à amener quelqu'un d'autre. Okay? Est-ce qu'on l'a vu? Il y a Noah Dobson qui est arrivé. Cette année, il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé. On n'a jamais été prêt à faire les transactions, on n'a jamais réussi à compléter quoi que ce soit. Puis là, on va me dire oui, il y a encore du temps l'été et tout. Passé le 4 juillet, là, habituellement, là, il ne reste plus grand-chose qui se passe. Là. Il y a peut-être une ou deux signatures. Là. Il y a Anthony Manta, genre, qui va signer quoi que ce soit. Puis peut-être une ou deux transactions. On avait vu Mathieu Tkachuk contre Jonathan Huberdeau, qui avait notamment marqué l'imaginaire il y a 3 ans de ça, maintenant? 3-4 ans? 2022. Ça fait l'été de... Ça fait 4 ans maintenant de ça. Ça va faire 4 ans, en fait, à la fin juillet. Tu sais,
c'est possible encore qu'il y ait une grosse transaction, mais on sent que toutes les cibles tombent une par une, puis que Kent Hughes n'a pas nécessairement l'air prêt à surpayer autant qu'on le pense. Fait que c'est bien beau, comme je te dis. Oui, est-ce que le meilleur contrat qui a été signé le 1er juillet, c'est celui de Demidov? Oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse. Parce que Nick Suzuki, son contrat finit en 2030. Regardez les contrats qui se sont signés dans la dernière semaine. Là. Si vous pensez que Nick Suzuki va encore signer pour 8 millions, là, le réveil va être difficile dans quelques années. Là. Ça va être, l'échelle salariale va commencer à tomber à partir de 2030. Mais moi, ce que je pense de tout ça, là, puis je regarde un peu tout ce qui s'est signé le 1er juillet, là, qui t'aurait voulu? Tu sais, qui, mettons, là, dans toute la gang qui a signé le 1er juillet comme joueur autonome, t'es comme, OK, lui, je le voulais. Lui, je le voulais. Ah, lui, c'est un bon contrat. Lui, c'est cher un peu, mais pas trop en même temps. Y en a-tu vraiment un qui a sorti là-dedans puis que j'étais comme, OK, Montréal a manqué le train vraiment sur celle-là? Moi, j'en vois pas tant que ça. Écoute, c'est sûr. Tout a été cher, c'est sûr, mais à un moment donné, des fois, t'as pas le choix de faire un swing qui coûte cher. Tu sais, Vincent Desharnais, le contrat est long. C'est quand même du gros argent, mais c'est pas un swing que j'aurais détesté. Pour mille et une raisons. Le fait qu'il est québécois, le fait que c'est un grand droitier, le fait qu'il est solide défensivement. Tu sais, c'est le genre de gars que j'aurais tellement vu sur une troisième paire. Mais écoute, ça, à la limite, mettons que l'équipe est vraiment all-in sur David Reinbacher et pense que ce gars-là va commencer l'année avec l'équipe l'an prochain. À la limite, mettons que je me force, passe encore. Mais, tu sais, puis oui, il n'y avait pas beaucoup d'offres au centre. Peut-être Mason Marchman que j'aurais bien aimé. Le contrat est lourd, là, c'est sûr. Mais, tu sais, j'aurais quand même pas aimé Mason Marchman. Même puis je pense qu'il n'a jamais considéré Montréal. Là. Je pense que sa nausée, c'était logique pour lui avec l'équipe de son père qui, malheureusement, est décédé. Il va un peu poursuivre la légende du nom Marchman à sa nausée. Mais c'est. Sans dire que c'est un contrat que j'aurais donné, j'aurais aimé ça être dans ce dossier-là. En même temps, je me dis, si tu veux te rassurer, le dossier Kirill Marchenko n'est pas encore réglé. Tu peux encore rêver à ça si ça tente. Ben, les Blue Jackets sont dit qu'il va commencer l'année à Columbus. Puis, il faut pas rappeler, la plus grosse nouvelle du 1er juillet, selon moi, c'est que Zach Werenski, hors de nulle part, à comme 6h30, dit que, ouais, finalement, là, je suis heureux à Columbus. Je sais que j'ai dit que je voulais partir il y a 3 jours, là, mais finalement, j'ai pensé à ça, là. Ça, honnêtement, j'étais comme, OK, Columbus, puis du côté, on va jaser comme des adultes, on va se calmer un peu parce que ce dossier-là aurait pu vraiment partir en couille, puis ça aurait fait du bien pour personne de ce côté-là. OK, Demidov, c'est signé, mais je pense que la signature la plus importante qu'on avait à faire, elle est faite sans elle qu'on s'attendait le plus. Jacob Debèche, qui est signé pour 5 ans du côté de Montréal. 5,3 millions. 3 ans. Il reste une année, puis après, il y a 3 ans. Écoute, la question était, est-ce que c'est trop rapide? Est-ce qu'on aurait pu attendre 1 an? Est-ce qu'on pourrait avoir un plus gros échantillon là-dessus? Moi, la question que je veux me poser à toute cette foule-là qui aurait voulu attendre 1 an, qu'est-ce que vous vouliez de plus? Qu'est-ce que Jacob Debèche n'a pas démontré cette saison qui méritait d'avoir son contrat immédiatement, là, maintenant? Je suis full qui voulait attendre un peu. C'est moi. Ici, je suis présent. Je sais, je te vois. Écoute, c'est vrai, tu regardes les derniers mois de Jacob Debèche, je suis d'accord avec toi. C'est probablement le meilleur, sinon l'un des 2-3 meilleurs gardiens de la Ligue depuis le retour de la pause olympique. Je suis d'accord avec toi 100%. Le meilleur gardien des dernières séries, selon n'importe quel stat avancé que tu vas regarder. Il a été phénoménal. Le club ne se rend jamais en finale de conférence sans lui. Cela étant dit, on en a vu des gardiens qui ont eu une grosse run, qu'on n'a jamais été capable d'à côté. On en a vu. Les gardiens, c'est la position la plus vaudou de la Ligue. Okay? Tu penses que tu comprends un gardien, tu as au moins 4 niveaux de ce gardien-là que tu n'as pas encore idée qui existe. Debèche, écoute, on parle d'un gars qui, il y a 3 mois de ça, a eu besoin d'une pause médiatique parce que le marché de Montréal commençait à devenir un peu trop lourd pour lui. On parle d'un gars qui, on l'a vu cette année, a eu tendance à se mettre le pied dans la bouche un peu trop souvent dans ses propos. Et on parle d'un gars qui, il y a moins de 6 mois de ça, était gardien numéro 3 de cette équipe-là. Tu sais, je comprends que ça a été toute une run en fin de saison. Puis moi, je demande rien de moins que ce contrat-là finisse par devenir une aubaine. Puis écoute, à 5,4 millions, il va être je crois que c'est le 20e gardien le mieux payé de la Ligue. C'est pas un immense engagement financier qu'on fait. Et
le terme de 3 ans, ça, c'est un gros plus selon moi parce que ça permet de la flexibilité dans l'éventualité où est-ce que Jacob Fowler finit par le supplanter. Mais, écoute, j'aurais voulu le voir sur une autre saison. C'est juste ça. Ça ne m'aurait pas dérangé de payer 2-3 millions de plus par année pour avoir un plus grand échantillon puis être vraiment, vraiment sûr qu'on est all-in sur ce gars-là. Mais tu cours le risque que si, mettons, la saison prochaine, il continue ce qu'il a fait après la pause olympique, il va demander encore plus cher. Absolument. C'est absolument. Puis, écoute, ouais, mais s'il y a une autre grosse saison, là, j'aurais pas de problème à le payer. Il m'aura prouvé pendant 1 an et demi que ce gars-là est un gardien élite. Je veux dire, à ce moment-là, ouais, OK, je veux bien croire que c'est possible qu'il s'écroule encore après ça, mais j'aime mes chances. Après 1 an et demi de bon échantillon, j'aime mes chances. Puis écoute, j'écoutais son point de presse. Il a donné beaucoup, beaucoup d'amour à Marco Marciano, qui a remplacé Rick Raymond comme entraîneur des gardiens. Marco Marciano est encore officiellement entraîneur des gardiens par intérim. Je pense, de la manière que Devèche parlait, quand il a parlé aux médias, là, je suis confiant que le prochain qui va signer à Montréal, c'est Marco Marciano. Devèche, à plusieurs reprises, sans même se faire poser une question sur lui, a donné beaucoup d'amour à son entraîneur des gardiens, il l'a aidé à progresser. Je suis plutôt confiant que Devèche venait avec Marciano et qu'on va juste régler les deux et on va garder ce tandem-là de gardien-entraîneur en ville l'an prochain. Parce qu'il a été un peu ce point tournant, là, surtout chez les gardiens, là, cette arrivée-là, puis aussi un autre des points tournants, puis je pense, des points tournants de la saison du Canadien, en fait, c'est quand on a rappelé Jacob Fowler la première fois au mois de décembre. Puis j'ai voulu sortir ce que Jacob Devèche a réussi depuis justement la première arrivée de Jacob Fowler. 16, 5 et 2. 910 d'efficacité, ça c'est top 10 dans la Ligue nationale. 2,55, c'est top 12. Statistique qui est vrai. Ça, pour moi, la statistique qui est vraiment intéressante du côté de Jacob Devèche, puis qui montre un peu sa constance. 65, peut-être même 60. Tu sais, mettons arrondissons le vide de même, là, quasiment 2/3 de ses départs, il finit avec un taux d'efficacité de 900 dans le match. 900, là, si ton gardien fait 9. Aujourd'hui, là, dans la Ligue nationale de 2026, si ton gardien finit un match avec un pourcentage d'efficacité de 900, tu es quasiment assuré automatiquement de gagner le match. À moins d'une énorme catastrophe à quelque part. Sixième meilleur rendement chez les gardiens de la Ligue nationale. Fait que pour moi, là, la progression puis tout ce qu'on a donné, moi, je pense c'est un no-brainer de donner ce contrat-là. Mais j'avoue que le côté vaudou, il faut juste regarder ce que Samuel Montembeault était en 2024-2025. Exact. 2025, c'est là que je m'en allais. C'est le meilleur exemple que tu peux pas avoir à Montréal. Il peut arriver quelque chose, puis tout spirale mentalement, puis c'est terminé. Là. Puis, ce que j'aime que tu parles de Montembeault, c'est drôle parce que Devèche a signé pour 3 ans. Montembeault avait aussi signé pour 3 ans quand il commençait à s'établir comme gardien numéro 1 de l'équipe. Tu sais, je pense que ça commence à on commence à comprendre un peu la manière dont on gère les gardiens aussi de cette direction-là. Tu sais, on aime nos gardiens. Je pense vraiment qu'on a confiance à Jacob Devèche et qu'on croit que ce gars-là pourrait être un gardien numéro 1 dans la Ligue. Mais on se donne quand même de la marge de manœuvre. On se donne une porte de sortie si jamais ça ne fonctionne pas. Il y a un peu de protection d'échange sur des clauses de non-échange en fin de contrat, mais c'est partiel. Là, les chiffres exacts, je pense que c'est 7 équipes à la deuxième année du contrat et 5 équipes à la dernière. C'est quelque chose comme ça. Parce que la première, il ne peut pas en avoir. C'est encore une année où est-ce qu'il était sous contrôle de l'équipe. Parce que, juste petite explication rapide, tu ne peux pas avoir une clause de non-échange si tu ne serais pas admissible à l'autonomie complète. C'est pour ça que des fois, quand on voit des recrues signer un contrat, c'est vers la fin du contrat, les 2-3 dernières années, par exemple, parce qu'on voit de la protection qui commence à s'ajouter. Mais bref, je reviens vite à ce dossier-là. Si jamais, c'est ça, tu sais, peu importe que l'argent et tout, moi, la chose qui était la plus importante, je pense, si on voulait le signer maintenant, c'était de s'assurer que ce ne soit pas trop long. Parce que c'est une dernière année de contrat d'entrée, puis 3 ans après. Ça donne quand même du jeu si jamais ça ne fonctionne pas. Et il y a quand même des chances qu'une équipe se dise, même si ça va mal, même si Devèche connaît une saison à la Montembeault cette année, une équipe qui regarde ça et qui se dise hey, ça run en 2026, là. Pouah, ça mérite de recréer cette magie-là. Cette run-là va vivre dans l'imaginaire juste assez jusqu'à la fin de son contrat pour faire en sorte qu'il va rester échangeable, même si ça va mal. Puis ça fait en sorte qu'aussi pour les 3 prochaines années, tu peux avoir un duo Jacob Devèche puis Jacob Fowler, que tu peux quasiment splitter les matchs
pas 50-50, mais quasiment, là, pour arriver un peu dans la nouvelle nationale. Fait que tu peux arriver avec un duo de gardiens solides pour au moins les 3 prochaines années, qui seront possiblement les trois plus grosses importantes années dans la fenêtre d'opportunité du Canadien à ce qui s'en vient. Ouais. Puis, tu sais ce qui est intéressant, j'écoutais Ken Hughes le 1er juillet dans son point de presse où est-ce qu'il parlait avec Ivan Demidov et il s'est fait questionner en fin de point de presse sur Jacob Fowler, comme quoi, tu sais, il a insisté sur le fait que c'était important qu'il joue. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme réponse parce que, oui, c'est pas nouveau. Évidemment, c'est logique. Le DG va dire que son espoir numéro 1 devant le filet, il veut le voir jouer des matchs. Sauf que quand tu regardes la manière que le Canadien s'est comporté le 1er juillet, OK? Samuel Montembeault est encore à Montréal. Dobbs est établi comme le numéro 1, mais Samuel Montembeault est encore à Montréal et le Rocket de Laval a signé 3 gardiens de but. Il y en a déjà 2 à Trois-Rivières. Il y a pas mal de monde en ce moment dans la hiérarchie des gardiens. Tu sais, c'est drôle parce que depuis quelques jours, je me dis, si Montembeault n'a pas encore été échangé, est-ce qu'il faut comme fermer la porte au fait que ça va arriver puis juste se dire il va commencer l'année à Montréal? Ce que d'ailleurs, moi, je ne serais pas complètement contre. Là, d'avoir un gardien vétéran, ce ne serait pas une vilaine idée. Puis il y a quand même certaines raisons de croire qu'il peut rebondir après une saison qui était difficile. Et ce ne serait pas une vilaine chose d'avoir Fowler comme partant à Laval, le laisser prendre beaucoup, beaucoup de millage, quitte à le rappeler dans l'éventualité où est-ce que Dobbs se blesse et que ce soit lui ton partant, pas Montembeault qui resterait c'est comme un numéro 3 déguisé dans le rôle de numéro 2 à Montréal. Mais l'autre question que je me pose, c'est si le plan, au nombre de gardiens qu'on a signé à Laval, c'est d'envoyer Fowler, que Fowler passe l'année à Montréal. Kent Hughes insiste sur le fait qu'il veut voir Fowler jouer beaucoup de matchs. On est sur un split 50-50 entre les deux? Est-ce qu'on est plus proche d'un split 50-50 qu'on pense? Est-ce que Dobbs a genre 50 départs, Fowler une trentaine? Est-ce que ça passe après la run que Dobbs vient d'avoir de donner autant de départs que ça à Jacob Fowler dans un calendrier qui ne sera pas aussi condensé qu'il ne l'était l'an passé parce qu'il n'y a pas la pause olympique de plusieurs semaines. Ça, c'est des questions que je me pose sur la situation devant le filet du Canadien. Je suis très curieux de voir comment on va gérer ça. Excellent, excellent. Écoute, avant qu'on poursuive, on parle beaucoup de nos réseaux sociaux. TikTok, on vous envoie des clips à chaque semaine. Shout-out encore à Admin J. Monteur J aussi, on lui fait un coucou habituel. Si vous voulez passer, voir un peu de quoi qu'on en pense, un peu de ce 1er juillet-là, de cette offer sheet sur Leo Carlson, puis de tout ce qu'on parle dans ce podcast-là, vous pouvez passer sur notre compte podcast à la triple menace du côté de TikTok. Écoute, on va rapper le bloc hockey parce qu'on en a glissé un mot. On parlait justement des offres faciles un peu. Est-ce que la prochaine équipe à se mettre ou du moins à se mettre dans les corps un peu puis de se mettre en position vulnérable, est-ce que c'est Chicago? Est-ce que c'est Carl Davidson? Est-ce qu'il doit prendre ça comme un avertissement? Moi, Connor Bedard, OK, là. Je trouve que tout ce dossier-là sent mauvais, man, de plein de raisons, OK? Connor Bedard, on le sait, l'an passé, a manqué quelques semaines en raison d'une blessure à l'épaule, OK? Et là, cette semaine, ce gars-là s'entraînait à Vancouver sur la glace, un entraînement un peu normal, et se blesse. Ça semble être une blessure sérieuse à l'épaule. On n'a pas eu de détails depuis, mais tu le vois, il est en sérieuse douleur. Pas la même épaule, il faut le noter, mais c'est peut-être pas tant une nouvelle de savoir que ça semblait une blessure quasiment similaire qu'il y avait eu au mois de décembre. Là. Exact, c'est ça, mais à l'autre épaule. Je sais pas si j'aurais préféré que ce soit la même ou l'autre pour lui. Je sais pas si j'ai vu que les deux épaules ou une soient vraiment fragiles. Fait que bref, ça déjà, c'est inquiétant au niveau de son état de santé si les deux épaules de celui dont la principale force est son tir sont déjà incommodées à ce stade de sa carrière. Okay? Et là, Leo Carlson signe un contrat majeur. Connor Bedard a des bonnes raisons de vouloir plus que Leo Carlson, même si, bon, le contexte est différent et je pense pas qu'il va arriver en disant « moi, je ne signe pas en bas de 18 millions. Le contexte d'une offre facile et tout. » Mais David Panier qui parlait de ça, en ce moment, Connor Bedard voudrait de l'argent de Kirill Kaprizov. Kirill Kaprizov, c'est 17 millions par année. Blackhawks ne voudrait pas vraiment aller en haut de 12. Ouf! Le gap est intéressant. Hein? Quand tu vois ça de même, il y a un beau petit gap. Le gap est majeur.
Écoute, peut-être qu'on va finir par trouver un point d'entente, qu'on va aller comme quelque part dans le milieu ou que Bédard va être prêt à en laisser un petit peu sur la table aussi. Mais il me semble pas nécessairement être lui qui est prêt à en laisser une tonne sur la table. Tu sais, selon les bruits qui circulent, il n'y a pas nécessairement cette volonté-là. S'il veut réellement 17 millions, je pense que c'est un signe assez clair. Écoute, je l'ai dit sur ce show-là. Bédard est extrêmement talentueux, mais il est tellement mal entouré à Chicago qu'on ne verra jamais à quel point il est bon dans l'état actuel des choses. C'est tellement un bordel à Chicago. Je déteste tellement comment on procède dans cette organisation-là. Mais en même temps, si t'es Connor Bedard, okay, là, tu vois Bo Byram qui vient d'arriver 12,5 millions, pour moi, c'est un plancher total. En signant Bowen Byram à ce contrat de fou-là à Chicago, tu t'es un peu peinturé dans le coin avec Connor Bedard. Puis, en même temps, si Chicago veut te donner autant d'argent pour aussi longtemps à ton jeune talent, qui, aussi talentueux soit-il, a peut-être déjà les deux épaules un peu scrap. Est-ce qu'il y a une équipe qui va se mêler du dossier et aller y mettre un 18 millions sur sa table si les Blackhawks ne sont pas prêts à le signer? Qui vont dire, ben, regarde, nous, on va le prendre si vous ne voulez pas. Est-ce que les Blackhawks égaleraient une offre hostile de 18 millions à Connor Bedard? Tout ce dossier-là sent mauvais, man. Puis, écoute, on n'est pas dans une situation aussi précaire que les Ducks sur le plan salarial, dans le sens où, même si une équipe donne 457 000 millions à Bedard, même si une équipe donne une fortune à Bedard, même si on offre le max, qui je pense c'est 20,3 millions, on a l'argent pour l'égaler, ce ne sera pas un problème. Mais à un moment donné, tout de ce dossier-là, c'est ça mon point. Puis je reviens encore à Carl Davidson, qui n'est vraiment pas mon DG préféré. J'aime pas comment on procède à Chicago. Puis tout le dossier Bedard, ça m'avait. On n'a pas réglé ça l'été passé non plus. On a voulu attendre une autre année avant de signer ce contrat-là. Je sais pas. T'en penses quoi, Connor Bedard? Tout ce dossier, moi, ça me pue au nez, mais de partout, même. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que pour moi, tout ce branle-bas de combat pour aller chercher et signer Bowen Byram, c'était juste pour envoyer un signe à Connor Bedard qu'on est prêt à s'améliorer, qu'on va faire des mots pour aller améliorer l'équipe et mieux t'entourer là-dessus. Chicago qui donne un 4e choix total, qui donne plus de 12 millions par année à Bowen Byram. Pour moi, si Connor Bedard, si le dossier n'était pas aussi... si c'était pas un feu de poubelle un peu, là, j'essaie de trouver le mot exact, là, mais s'il n'y avait pas cette situation-là où, on le répète, pendant les 3 années de Connor Bedard sur son année recrue, les Blackhawks sont finis 31e, 31e, 31e. Et là, tu es pogné à faire ta star de franchise à amener du monde autour de lui, quitte à surpayer pour aller le chercher pour prouver qu'il y a un sérieux dans cette organisation-là. S'il espérait vraiment avoir autant ou peut-être moins, écoute, je ne sais pas à quel point Carl Davidson est aussi delusional que ça, mais en bas de ce que Bowen Byram a eu. Moi, pour moi, là, du côté de Chicago, là, c'est rendu là, donner un chèque en blanc, donner ce que Connor Bedard veut, puis régler ce dossier-là le plus immédiatement possible. Puis c'est aussi, on parle d'un avertissement, on parle d'un avertissement à Carl Davidson. Ça aussi, c'est un avertissement aussi pour Mike Gray à San Jose. Plus les mois vont passer, plus la facture va être salée pour Macklin Celebrini. Là, je ne dis pas qu'il va y avoir un offer sheet dessus. Absolument. Mais absolument. À chaque mois qui va passer, un autre mois. Ça va coûter des centaines de milliers de dollars et des millions de dollars supplémentaires. Pour vraiment Greer, règle ça au plus vite qu'on en finisse. Absolument. Puis je pense qu'il y avait déjà presque aucune chance que Macklin Celebrini n'ait pas de contrat le 1er juillet prochain. Je pense que là, il a vu Leo Carlson, il a dit, oh boy, on va s'assurer qu'on ne soit pas les prochains. On va s'assurer qu'il n'y ait pas une équipe qui a envie de donner 22 millions à Macklin dans un an. Mais puis, je reviens à Bedard vite. Je te pose 2 questions, OK? Mm-hmm. Si t'es Connor Bedard, veux-tu signer pour 8 ans à Chicago? Non. Avec le fait que tu as été 31e, 31e. Ben, écoute, 31e. Écoute, quand tu es une superstar, des fois, tu veux être la personne qui renverse un peu le bateau, mais en ce moment, tu me dis, est-ce que j'ai envie de voir 8 ans à voir comment l'organisation est? Non. Si t'es Chicago, veux-tu commettre 8 millions à un gars qui a 2 épaules blessées? Pas 8 millions, 8 ans, excuse. 8 ans à un gars qui a 2 épaules blessées. Oui. OK. C'est quand même Connor Bedard. C'est quand même la pièce maîtresse de ta reconstruction, là. À moins que tu vois Anton Frondel puis tu te dis on va bâtir autour de lui. À moins que tu dis ça. À moins que. Mais
Chicago, là, vous avez jusqu'au 15 septembre là, pour 8 ans. Là, au moins, si vous n'avez pas le 8, signez-là pour le 7. Là, mais trouvez un moyen. Faites quelque chose parce que c'est pourri comme situation là-dessus. Ouais. Puis parlant justement de situation pourrie, on parle de gars qui ne semblaient pas sûrs ou du moins que son équipe n'était pas sûre. Jason Robertson, qui va faire partie des 15 joueurs de la Ligue nationale qui vont se faire entendre à l'arbitrage un peu. Là, finalement, je pense que c'est le last resort. Là, je pense qu'on aura utilisé tout ce qu'on pouvait faire du côté de Jason Robertson pour rester à Dallas le plus possible. Enfin, je suis content pour lui. Ça va lui permettre au moins de jouer la prochaine saison à Dallas. Mais au Polaï, que je voudrais être une mouche la journée de sa séance d'arbitrage parce que je pense que ça va être serré. Là. Je pense qu'il va y avoir des discussions franches qui ne seront pas le fun à entendre. Puis, c'est pas juste le last result dans les négociations, ça va être aussi le last result dans la relation entre les Stars et Jason Robertson. Ça va être le dernier clou dans ce cercueil-là parce que moi, je pense qu'on va signer la prochaine année puis on peut déjà dire adieu à Jason Robertson le 1er juillet prochain. Faut pas que tu te rendes là, c'est Dallas. Faut que tu trouves le moyen de signer un contrat avant la date d'arbitrage qu'on va connaître dans... On le sait comme 3-4 jours après, habituellement. On ne sait pas tout de suite. On sait qu'il a demandé l'arbitrage habituellement. La date officielle est confirmée une couple de jours plus tard. C'est vers la fin juillet, début août, ça se fait généralement. Si tu es les Stars, là, tu ne peux pas possiblement laisser ce dossier-là se rendre jusque-là. Tu ne peux pas risquer de te mettre Jason Robertson à dos. Puis, écoute, moi, ce qui m'a intrigué de cette décision-là, c'est que Jason Robertson avait un peu 2 leviers pour faire avancer la cause. Il aurait pu, demander l'arbitrage, s'assurer d'avoir une résolution de pouvoir jouer la prochaine saison à Dallas, ou ne pas demander l'arbitrage, demeurer éligible à signer une offre hostile, parce que là, vu qu'il a demandé l'arbitrage, il ne peut plus signer une offre hostile, demeurer éligible à signer une offre hostile et prendre une offre qui tente avec une équipe qui se dit bah, regarde, si c'est pas Dallas, ça ne me dérangerait pas d'aller là. Une équipe qui est prête à lui donner le 14-15 millions qu'il recherche par année. Arriver avec les Stars puis dire, regarde, moi, je ne demande rien de moins que de vous voir régaler cette offre-là. Si vous ne voulez pas, ciao, bye. Écoute, c'est-tu vraiment ce qui aurait été drôle? Je me demande comment est-ce qu'on a considéré. Je me demande à quel point on a considéré les deux options puis à quel point on a jugé que celle-là était la meilleure. Mais vas-y, je te laisse continuer. C'est quoi qui aurait vraiment été drôle? C'est que le Kraken de Seattle signe une offre hostile à Jason Robertson. Ça aurait été bon, ça. Ils ont dû mettre à la table. Ça va être correct. Je ne sais pas s'il y avait les choix pour faire ça, mais je fais juste imaginer, genre, hey, Jason, écoute, tu as voulu nous dire non, rien de personnel, là. Rien de personnel, là. Tu nous as dit non autour du repêchage, c'est correct. On se réessaye. D'un coup, après 2-3 jours, tu t'es dit, hey, finalement, l'offre que je ne pourrais pas avoir, je ne l'aurais pas. Hey, on trouve une deuxième occasion, signe avec nous autres, puis on fait chier ton ancien club. Ça te va dessus. Moi, je fais juste dire. Ouais, ça répète un beau move. Ça répète un beau move. Ouais, man, toute l'affaire de Jason Robertson, je trouve ça fou, man. Juste parce qu'on a donné cet argent-là à Rantanen, puis on ne veut pas payer Robertson plus, même si Robertson est un meilleur joueur que Rantanen. Je comprends pas pourquoi Dallas ne veut pas le signer. Tu sais, oui, on veut pas aller à plus que 12, il veut 14. Il me semble que c'est un cas vraiment clair de tout le monde demande 13, on signe 13 puis on s'en va. Là. On garde 8 ans pour un gars qui il demande littéralement rien d'autre que de rester. Tu as un des meilleurs attaquants de toute la Ligue, un des meilleurs joueurs de toute la Ligue qui ne demande rien de moins que de rester pour un contrat qui, même si c'est 14 millions, là, c'est un peu en dessous du marché par rapport à ce qu'il va signer éventuellement. Tu sais que Jason Robertson, aujourd'hui, pour 8 ans à 14 millions, là, dans 3 ans, on se dit que c'est une aubaine. Okay? Tu sais, 45 buts, 95 points, là, tu sais, ça vaut quoi maintenant aujourd'hui? Man, ça vaut une fortune. C'est fou, là. Seigneur, Leo Carlson vient de signer pour 18 millions, puis je comprends le contexte d'une offre hostile, je comprends tout ça, là, mais c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi les Stars traînent en longueur dans ce dossier-là. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu entends, ils sont tournés à la table, ils ont essayé de trouver des voies de passage. À chaque fois, le résultat qui en sort, c'est ouais, ça avance pas, ça stalle. Je comprends pas comment ça peut être si compliqué que ça, ce dossier-là. Je veux dire, il me semble que c'est vraiment, vraiment simple. Tu sais, c'est pas comme si Robertson voulait partir puis les Stars essayaient de tout y lancer pour essayer de le garder. C'est vraiment, les Stars ne veulent pas le payer plus que ça. Puis, ça me fascine, man. Puis, écoute, dernière chose, on parlait d'offre hostile puis tout, là.
moi, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu le cas de Robertson. Puis est-ce que le Canadien devrait déposer une offre hostile de 14 millions par année à Robertson? Tu ne dois pas donner 14 millions à Jason Robertson, devrait payer 4 choix de première ronde pour lui. Là. Et moi, là, j'aurais. Quand tu as déjà peur de donner 11 millions à Kirill Marchenko, là. Ça aurait été. J'aurais adoré que Jason Robertson signe une offre hostile de 14 millions par année à Montréal pendant 8 ans. J'aurais adoré ça. N'importe quelle équipe dans Montréal, évidemment, équipe de cœur ici, là, je ne m'en cache pas. Mais écoute, Ivan Demidov et Jason Robertson, tout le même trio. Oh, man, Cole Caulfield, t'as 2 marqueurs de 50 buts, man. Robertson, tu marqué 40? 45 précisément la saison dernière. Il est capable d'en marquer 50. C'est ça mon point. 2 gars qui sont capables de marquer 45-50 buts à chaque année. T'as Demidov, t'as Suzuki, t'as Slav, man, ça aurait été violent. Ça aurait été cochon sur un moyen temps. Mais Dallas, c'est un peu le thème récurrent là, aujourd'hui. Là. Arrêtez de niaiser. C'est juste ça qu'on demande. Arrêtez de niaiser. Faites ce que vous veut rester. Il veut rester. Il ne demande que ça. Il refuse d'aller partout ailleurs parce qu'il veut rester. Donne-y son cash. Donne-y son cash, qu'on en finisse. Puis c'est drôle, hein, c'est juste des équipes de l'Ouest qu'on parle aujourd'hui, là, justement, qui ont cette mentalité-là. Mais bon, I digress. On passe au basketball parce que, écoute, on parlait au début de l'émission, puis on voulait comme lancer le show avec la nouvelle de la semaine. Est-ce qu'on était comme, tu sais, Leo Carlson, oui, c'est un gros sujet là-dessus, mais il y a une bombe qui a sauté du côté de Boston. Puis on savait que ça allait arriver, mais on pensait pas que ça allait virer comme ça. Là, on savait que ça allait arriver à un moment donné, que Jaylen Brown allait partir des Celtics. Je pense que ça devenait une question de jour, puis ça devenait une question de temps. C'était plus quand, mais c'était plus une question si ça va arriver. On se demandait juste quand. Mais partir de Boston pour aller aux 76ers de Philadelphie. Moi, là, être un partisan de Boston, là, ces temps-ci. T'as les Pats qui viennent de perdre au Super Bowl. Toute la saga Mike Vrabel, Diana Rossini, puis tout ça, tu sais. Il y a tout ça, puis tu sais, AJ Brown là-dessus. Il y a un feu de poubelle en ce moment du côté des Red Sox. Je pense qu'on n'aura pas besoin de se parler trop là-dessus. Les Bruins qui ont été relativement tranquilles, puis peut-être un peu trop tranquilles à la date limite des transactions dans la dernière semaine ou deux, alors que cette équipe-là est borderline playoff material. Et là, tu te retrouves avec le gars, le joueur qui t'a carried durant toute la dernière saison parce que Jason Tatum était blessé, qui t'a amené dans un top 3 dans l'Est cette saison. Tu l'échanges aux 76ers pour Paul George. Wow! Wow! J'ai pas de mots. Je suis tombé en ma chaise quand j'ai vu ça. Puis, écoute, moi, ce qui me fascine, c'est. Moi, si tu me dis les Celtics ont échangé Jaylen Brown aux 76ers, dans ma tête, ils ont eu genre VJ Edgecombe, ou ils ont eu. Ou Tyrese Maxey, mettons, là. Ouais, mais je pense pas qu'on aurait échangé Maxey, mais bref, peu importe, pour moi, tu me dis que si Jaylen Brown s'en va aux 76ers, on a eu une fortune en toi, OK? En tout respect pour Paul George, OK? C'est plus une petite jeunesse. C'est Attends, un gars qui... Je vais straight up te poser la question, OK? Straight up te poser la question. En prenant le contexte de l'échange, puis de ce que tu as donné pour avoir Paul George, est-ce que Celtics Paul George va être encore pire que Celtics Shaq? Écoute, il peut dire. Est-ce que ça va être pire? Pour moi, il y a des chances que ce soit. Tu sais, j'ai l'impression que le meme Celtics Shaq va mourir avec Paul George maintenant. Là. Il y a des chances. Puis écoute, on a quand même vu des bonnes choses de Paul George avant sa fameuse suspension pour des produits dopants. Puis écoute, c'est qu'au-delà de Paul George, on a eu des choix. Ouais, ok, c'est cool des choix, là, mais t'as Jason Tatum, ok? T'avais Jaylen Brown. T'es dans une position où est-ce que t'es pas mal en mode faut que tu gagnes maintenant à Boston. Là. Oui, je veux bien que t'as le temps encore, mais Tatum arrive à 30 ans, ok? À un moment donné, il va falloir que tu... Je m'en fous de choix de première ronde en 2031. Là. Je m'en fous d'un jeune qui en ce moment a genre 14-15 ans quand j'ai Jason Tatum qui approche de la trentaine puis qui revient d'une blessure. On ne devait vraiment pas l'aimer.
Jaylen Brown pour faire cette transaction-là. Pour juste se dire, gars, débarrasse. Juste, va-t'en. Tu sais, puis il y a eu toute la saga sur les stats avancées qui n'aiment pas Jaylen Brown, le directeur général anonyme qui aurait dit à Bobby Marks que selon les stats avancées, Jaylen Brown était le 7e meilleur joueur des Celtics. Soyons honnêtes, là. C'est quoi les odds que ce gars-là, justement, anonyme, provient de Boston directement? Il vient peut-être de Philadelphie pour faire baisser sa valeur. Mais écoute, ça, c'est au-delà de toute cette saga-là. Okay? Clairement, on ne l'aimait pas tant que ça. Parce que si on a décidé de l'échanger à Philadelphie pour ce qui n'est pas une fortune, on a essayé de le refiler à d'autres équipes aussi, Jaylen Brown, puis il n'y a pas vraiment personne qui voulait payer quoi que ce soit pour lui. Fait qu'on en vient un peu au point où tu dis pourquoi tout le monde a aussi peur de Jaylen Brown? C'est quoi le problème avec Jaylen Brown qui fait en sorte qu'il n'y a personne qui le veut comme ça? Les Celtics le veulent plus tant que ça. Même, il vient d'avoir une grosse saison. Est-ce que c'est juste qu'on n'a pas l'impression qu'il va être capable de reproduire ça? Est-ce que c'est juste qu'on le trouve un peu surpayé puis on ne veut pas être la prochaine équipe qui va lui donner un autre gros contrat? Ce sont des questions qui se posent. Mais le fit à Boston était vraiment naturel pour Jaylen Brown. Puis clairement, il y a de quoi qui est brisé dans la relation. Puis on l'a échangé à notre plus gros rival, les 76ers. C'est pas mal le plus gros rival des Celtics. C'est incroyable. Puis, moi, je fais juste imaginer c'était quoi les autres offres que les Celtics ont eu parce que, tu sais, pour que tu l'échanges à ce prix-là, à ton pire ennemi, tu sais, il fallait que les Sixers soient, et de loin, tu sais, dans aucune discussion possible, la meilleure offre pour que les Celtics disent, sais-tu quoi? Je vais dire oui. Je le fais. Moi, je fais juste imaginer c'était quoi les autres offres parce que ça devait être immensément faible par rapport à ce que Jaylen Brown pouvait amener. Puis tout le discours sur Jaylen Brown au cours des derniers jours, là, je pense que j'ai rarement vu pas une campagne de salissage, mais tu sais, tout le discours autour de Jaylen Brown a comme perdu 2-3 steps. Depuis, justement, l'affaire des stats avancées. Le fait qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est genre le 7e meilleur joueur de son équipe. C'est genre, ça sort de où ce discours-là, alors que ce gars-là, tout seul, là, sans Jason Tatum, a mené les Celtics à pas grand-chose de finir premier dans l'Est. Oui, clairement, on croyait pas qu'il était capable de reproduire ça. C'est aussi simple que ça. Puis les Celtics non plus ne devaient pas y croire si on a été prêt à l'échanger aux 76ers pour un retour qui est. C'est pas un mauvais retour, mais c'est pas une tonne non plus. C'est pour un gars qui était à l'NBA cette année, pour un gars qui. Je sais pas. Toute cette transaction-là est bizarre. Puis moi, ça me dit qu'on l'aimait vraiment pas tant que ça à Boston. On l'aimait pas tant que ça. Moi, ce que je veux surtout retenir, c'est on s'en parle dans 4 ans. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai vu cette transaction-là, moi, j'ai immédiatement pensé à l'échange. Tu sais, le fameux échange où on échange toute notre Big Three à Boston du côté de Brooklyn, puis on était genre, juste pour ça? Tu sais, on a obtenu juste pour ça. Les choix qu'on a obtenus, ça a donné Jason Tatum et Jaylen Brown. Je fais juste vous rappeler que c'est ça qui a rebâti cette reconstruction-là, qui a reconstruit cette équipe-là. C'est l'échange avec les Nets de Brooklyn back in the days. Fait que j'ai hâte de voir dans 3-4 ans. Parce que Boston sont capables de faire quelque chose avec ce qu'ils ont reçu, même si ça n'a pas l'air tellement sexy encore pour l'instant. Là. Puis Brad Stevens mérite le bénéfice du doute. Je veux dire, la transaction est bizarre en ce moment, mais Brad Stevens a démontré qu'il est un bon DG. Là, il est président des opérations basket, mais bref, il est bon pour construire une équipe. Il mérite le bénéfice du doute là-dessus, mais ce dossier-là est bizarre aussi. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On ne saura jamais, là, mais j'aimerais tellement ça savoir ce qui s'est réellement passé qui a mené au départ de Jaylen Brown. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui s'est passé qu'on ne dit pas. C'est aussi simple. En tout cas, c'est juste plate que cette nouvelle-là arrive pour venir éclipser le fait que Kawhi Leonard revient à Toronto. C'est vrai. Je regarde le planning du show, on ne l'a même pas mis, mais c'est vrai que c'est une énorme nouvelle aussi. Puis, moi, ce que je voulais parler justement dans ce bloc basket-là, c'est. Là, ce qui est vraiment cool, OK? Là, Félix, je te vois, là, je sais déjà que ta température va monter. Là, on parle de LeBron James et tout ça. Hold me up. Pars pas sur un rant, s'il te plaît. Moi, j'aime juste voir ça, là. Tu
sais, on a vu cette semaine, là, il y a une photo qui est sortie un peu sur Internet que, on voyait, comme Rich Paul expliquait à LeBron James, OK, telle équipe, telle équipe, telle équipe. C'était à Max Kellerman, c'était dans une entrevue pour... C'était une entrevue qu'il y avait dans un podcast qui ont les deux. Exactement. Puis, on voyait le processus agent-joueur de comment qu'on joue ça là, du côté de LeBron James, mais honnêtement, là, si vous aimez le basketball, là, puis que vous êtes un peu nostalgique un peu, là, LeBron James ne peut pas aller à Golden State. Là. Je m'excuse. Là. J'ai aucun fax. J'ai aucun chiffre. J'ai aucune statistique pour montrer ça. Ça vient juste de mon côté personnel de gars qui suit pas tant la NBA dans ça, mais qui peut comprendre un peu là-dessus. Là. Moi, là, si je suis un partisan des Cavaliers de Cleveland, là, que LeBron James ne revienne pas pour une troisième fois, c'est correct. Je peux y vivre avec ça. Mais qu'il s'en va à Golden State, une équipe que tu as affrontée 4 fois en finale, qui t'a empêché d'avoir plus de championnats que Michael Jordan, pour moi, ça serait juste diabolique. Pour moi, là, ça me crèverait le cœur de voir que le méchant que tu as essayé de battre pendant 4 ans de fil, quasiment peut-être même toute la deuxième moitié de ta carrière, tu finisses par les rejoindre. Juste pourquoi? 1 an? 2 gros maximum? Ouais. Tout ça pour qu'il y ait une équipe qui aurait été folle en 2018. Ils ont eu Kevin Durant, par exemple. T'sais, ils n'ont pas eu LeBron James, ils ont eu Kevin Durant. Puis, c'est drôle parce que tu parles de cette entrevue-là, puis je n'ai pas écouté au complet, mais j'ai quand même vu tes bouts. Puis, les Warriors n'étaient pas... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Rich Paul a commis les 5 équipes les plus logiques, entre guillemets, puis il a parlé de 5 autres équipes. Golden State était comme dans les 5 équipes après. On n'a pas senti qu'il était dans les 5 équipes favorites. Il parlait plus des 76ers, il parlait du Heat, il parlait des Timberwolves, il parlait, là, les 2 autres m'échappent, parce qu'il y avait les Knicks et les Spurs dans les un peu moins logiques. Mais, tu sais, le Heat, ça aurait du sens aussi, surtout avec Giannis. Les 76ers, ça a du sens avec Jaylen Brown. Mais, écoute, je peux pas croire que je vais dire ça, là, mais l'endroit le plus logique pour LeBron, pour son narratif, pour sa carrière, c'est au Minnesota. C'est l'endroit le plus logique. Je t'aurais répliqué les Hornets de Charlotte juste pour qu'ils fassent gagner cette franchise-là, ce que Michael Jordan n'aura jamais été capable en tant que propriétaire de marde. Là. Mais, écoute, ça, c'est juste mon point. Mais c'est vrai que Minnesota could make sense. Il y a un fit au poste de power forward. On cherche un joueur qui peut jouer au poste numéro 4. On a Anthony Edwards puis le Melo Ball en attaque. On a Jaden McDaniels et Rudy Gobert en défense. On a... Tu sais, LeBron arriverait vraiment dans le rôle d'être le dernier morceau. Tu sais, pas dans la job d'être un facilitateur offensif ou d'aider sur le plan défensif. Toute la structure est déjà en place. Puis, écoute, que les Timberwolves l'obtiennent ou non, puis ça, c'est juste de voir les Timberwolves dans le top 5 pour ce qui est possiblement la dernière équipe que LeBron James va rejoindre. C'est fou, là. Les Timberwolves du Minnesota, mesdames et messieurs. Là. C'est une équipe qui était une joke il n'y a pas plus tard que 10 ans. Même moins que ça. 5 ans, il y a 5 ans, c'était encore une joke. Mais, c'est ça, il y a 5 ans, c'était un peu mal une joke. Fait que bref, tu sais, juste de voir les Timberwolves là-dedans. Puis, tu sais, là, il y a la fameuse histoire de, tu sais, Minnesota, c'est une destination où est-ce que tout le monde perd. Le Wild perd tout le temps. Les Timberwolves perdent tout le temps. Tout le monde perd au Minnesota. Les Twins, ça perd depuis 1000 décennies. Fait que, tu sais, c'est... LeBron aurait le scénario de j'arrive dans une ville qui gagne jamais rien. Je serais la pièce manquante pour les aider à gagner le championnat. Sur le plan du narratif, ça a presque autant de sens que sur le plan du basket. Ce serait vraiment weird de le voir finir sa carrière dans l'uniforme des Timberwolves. Ce serait bizarre. Puis, il y a toute l'affaire de la passation du flambeau de l'ancien visage de la Ligue au nouveau visage de la Ligue, Anthony Edwards. Tu sais, vraiment, là, il y a tellement de bons narratifs avec ça. Puis, OK, là, je pense qu'on stretch un peu. Mais je pense pas qu'il va aller là. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas l'impression qu'il va finir là. J'ai l'impression que ça va être Philadelphie ou Miami. J'ai encore l'impression que ça va être une de ces deux équipes-là. Mais, écoute, t'écoutais Rich Paul, il avait l'air d'un gars qui voulait pousser à LeBron le Minnesota. Il avait l'air de ça, puis j'ai trouvé ça intéressant.
C'est vrai que je fais juste imaginer la page Basketball Reference que je chante. OK. Cleveland. Miami. Cleveland, acte 2. Je vais encore vous dire que juste le fait que LeBron James a eu son plus long stint avec une équipe, c'est les Lakers, me donne envie de vomir en ce moment. Et après ça, tu as juste à la fin Minnesota. Ça serait immensément. Ou ce qui serait vraiment encore plus hilarant, je ne verrais pas cette équipe-là le faire parce que cette équipe-là n'a aucune direction et ne sait absolument pas quoi faire. Signer avec les Bulls. Pourquoi pas? Pourquoi pas signer avec les Bulls? Mais je suis en train de penser à ça. mais je suis en train de penser à ça. Le 23, il est retiré, right? Le 23, il est retiré à Chicago. Pas grave. Le 6 doit être pris aussi par Artis Gilmore. Non, Gilmore est 6. Il a porté le 6, je pense. Je pense que le 6 est retiré aussi, de mémoire, le 6 à Chicago. Mais oui, non, évidemment, ça n'arrivera pas. Le bordel est tellement poigné là-bas. Mais hey, Washington, c'est pas mauvais ce qu'il de se construire là-bas. Anthony Davis joue là-bas. Michael Jordan a fini sa carrière à Washington. Trae Young joue là aussi. Le pire dans tout ça, là, ce que je retiens le plus, là, c'est qu'on a dit qu'il y a quoi de pas trop mauvais qui se construit à Washington, puis on dit de ça de manière totalement non ironique. Ça, pour moi, c'était peut-être la chose la plus drôle. J'adore ce que Washington fait. J'adore ça. Je veux juste aller voir si les chandails retirés du côté de Chicago. Ouais, ben oui, Bill Russell est retiré partout dans la ligue. Ah oui. Fait que le 23 et le 6 ne seraient même pas disponibles à Chicago pour LeBron James. Ça, honnêtement, là, je ne serais même pas surpris que ce soit juste ça serait une raison. LeBron James prendrait puis son camp serait genre. Il prendrait ça pour une raison valable de ne pas signer avec cette équipe-là. Même si le fitterait et tout ça. Je suis genre, il n'y a pas le 23, il n'y a pas le 6. Non, je ne signe pas là. Ce serait vraiment dommage. Écoute, on va finir ça sur le bloc baseball parce que, écoute, Félix, je veux rire de tes Yankees, bien entendu. Je pourrais faire ça. J'ai les droits à cette heure. Mio n'est pas là. C'est moi qui gère le show maintenant. C'est moi qui décide de quoi qu'on parle là-dessus. On pourrait parler là-dessus. Mais sais-tu quoi? Je vais être gentil. Je vais être gentil parce que, mon équipe est encore bien plus mauvaise. Et de 2, c'est un concept redondant. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on est sur ce podcast-là. Et à chaque fois, au mois de juin, c'est un désastre après coup. Yep. Mais sais-tu quoi? Je vais prendre un autre Victory Lap. Je ne vais pas prendre celui des Yankees, je vais prendre un autre Victory Lap. Félix Forget, est-ce que tu peux faire une recherche? Vite, là. Vite, rapidement, là. Tu sais, ça va prendre 3-4 secondes, là. Junior Caminero est rendu à combien de circuits depuis le début de la saison? J'aimerais mieux pas en parler. Est-ce que tu plaides le fifth? Que ça reste. Oui, j'avais plaidé le 5e amendement. Non, écoute, sur ce show-là, dans le début de saison, on s'était parlé et j'avais parlé de Junior Caminero. Pour moi, je croyais que le retour au trap allait avoir un impact sur sa production offensive. Je savais que c'est un bon frappeur, mais je ne le voyais pas nécessairement atteindre le plateau des 35 circuits quand Pop le voyait assez facilement atteindre le plateau des 35. On est le 5 juillet. Il reste encore une demi-saison à peu près. Il a rejoué. Bref, on n'est pas encore rendu au match des étoiles. Là. Non, c'est ça. Puis on y arrive, mais on n'est pas rendu encore. Junior Caminero a aujourd'hui 26 circuits. Il y a encore une demi-saison pour en frapper 9. Pop, je m'excuse déjà. Oh, tu abandonnes! Caminero. Je lève le drapeau blanc. Écoute, à ma défense, j'avais pas prévu une séquence de 11 circuits en 11 matchs de ce gars-là, malgré tout son immense talent. 11 circuits en 11 matchs, il y a bien des maudites limites à ce que je peux prévoir. C'est sérieux, à un moment donné, on va se calmer, mais non, sérieusement, quel talent. Je suis pas fier d'avoir douté. Tout de ce gars-là est exceptionnel. A tellement revampé aussi cette année son approche au bâton et est devenu un gars qui soutient beaucoup plus de buts sur balle, beaucoup moins de rétro au bâton. Tu regardes ces chiffres, tout est magnifique. Je veux dire, la ligne de frappe est 288, 378, 561, 26 circuits, 49 buts sur balle pour 68 rétro au bâton. Tout est magnifique. Je suis désolé, Junior Caminero. Je suis maintenant un respecteur de Junior Caminero. Je suis désolé. Écoute,
J'en ai fait des erreurs. J'en ai fait. Et celle-là en est une. Donc, toutes mes excuses. Ce qui est vrai. Tu es le Messi. J'ai manqué de respect. Écoute, on parle beaucoup de Nick Kurtz comme étant un jeune frappeur générationnel. Junior Caminero, qui, tout comme Almenje, fête aujourd'hui, le 5 juillet, c'est 23 ans. 23 ans et déjà 2 années aussi solides dans le show. Sérieusement, tu peux me faire croire qu'en ce moment, il y a peut-être à part Kurtz, un autre jeune talent qui a des meilleures chances de finir au temple de la renommée que Caminero. Je pense qu'on est déjà rendu là pour lui de parler de possible temple de la renommée. Il y a 2 choses là-dedans qui me désolent surtout. C'est que de un, on n'a rien parié officiellement, juste pour l'honneur d'avoir raison. Tu sais, officiellement, on n'a rien parié. C'est ça qui est dommage. J'ai manqué mon... Dommage. La deuxième chose, je voulais aller voir pendant que tu parlais là-dessus, puis j'ai sorti ces splits depuis le début de la saison. Veux-tu savoir c'est quoi ces chiffres au Tropicana Field cette saison? Je pense qu'il y a-tu plus de circuits à domicile qu'à l'étranger? J'ai l'impression que oui. En 43 matchs au Tropicana Field à Tampa Bay, il frappe pour 338, 435 de présence sur les buts, un OPS de 11-10 et 15 circuits, 35 points produits. C'est ça c'est ses stats à la maison. Ce qu'on pensait qu'il allait vraiment être comme qu'il allait vraiment être son facteur qui allait le tasser un peu, c'est le fait qu'il revienne au Tropicana Field, qui n'est pas réputé pour être un stade où les balles voyagent beaucoup. Et pourtant, ce gars-là joue comme un MVP à la maison. C'est quasiment aussi drôle que Hunter Goodman, qui est le meilleur frappeur chez les catchers, sauf quand il joue à Coors Field. Ça, c'est absolument... C'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Ça, c'est vraiment fascinant. Honnêtement, je vais juste aller voir. Hunter Goodman, je pense qu'il ne frappe même pas pour un OPS de 700 à la maison. Là. Non, mais en tout cas, quand j'ai regardé cette semaine, c'était pas le cas. Je comprends pas. Comment tu peux être aussi mauvais à Coors Field alors que tu as autant de stats depuis le début de la saison? Je vais juste vous rappeler, ce gars-là a plus de circuits que Junior Caminero depuis le début de la saison. Il y en a 27. Oui, ça joue à Coors Field et il est affreux au Colorado. Il est affreux. N'importe quoi. Cette saison de baseball-là n'a aucun bon sens. Veux-tu aussi que je te dise quelque chose qui n'a pas de bon sens? À part les Rays de Tampa Bay, la meilleure équipe de la Ligue américaine, c'est les White Sox de Chicago. Les Yankees sont pas encore devant? Ils ont chuté avec les longues... il faudrait que je regarde officiellement, mais juste pour vous dire, les White Sox de Chicago gagneraient la division si les séries commençaient aujourd'hui. Mais je voulais parler de Chicago, mais de ce qui se passe au nord. Moi, je voulais plus parler des Cubs, qui est capable du meilleur comme du pire ces temps-ci. Une équipe qui est capable de gagner par 10 points et qui peut en perdre par 15 le lendemain. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe du côté des Cubs de Chicago, mais cette équipe-là, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber par jour aussi. On n'est pas encore premier dans... Tu sais, je pense que les Brewers de Milwaukee, je pense qu'à moins d'une grosse catastrophe, devraient encore gagner la division de la Centrale nationale cette année. Les Cubs qui, avec un bon mois de juin, est quand même revenu là-dessus, mais on a des performances historiques des deux côtés. Je veux juste commencer par parler de Pete Crow Armstrong, qui, pour une deuxième année de suite, est peut-être vu comme le MVP de la nationale rendu au mois de juin. On sait ce qui s'est passé l'année dernière. Après le match des étoiles, ça a été une catastrophe pour PCA après ça qui est sorti de la course au MVP. Si je te dis que PCA a fini le mois de juin avec une moyenne de 3,81 puis un OPS de 12,49. C'est pas payé, ça. C'est pas payé, ça. C'est la première fois, en fait, qu'un joueur de position accumule un WAR de 3 en un mois. Ce gars-là finit avec un WAR de 3,1 au mois de juin. C'est complètement fou. Parce que c'est le meilleur joueur défensif de la Ligue en plus de ces stats offensives que tu viens de dire. C'est fou. C'est complètement fou. Ce qui est quand même dommage, c'est que pendant longtemps, on disait genre Pete Crow Armstrong, c'est le parfait gars pour être DH. À la blague, là, mais honnêtement, je pense que tu peux littéralement le mettre DH puis tu pourrais legit le mettre là-dessus. C'est le premier
à avoir plus que 3 wars en un mois depuis Cody Bellinger en 2019. Cody Bellinger qui, en 2019, je me souviens a gagné l'MVP. Ouais, je me souviens de ce mois-là, c'était fou. C'est quand il venait d'arriver, c'est genre. C'est son mois de juin, je pense, qui avait été fou aussi. Ou juillet, je pense. Ouais, juillet, puis après ça, il y a eu Christian Yelich qui s'est blessé, puis là, la course était comme finie là-dessus. Il y a aussi comme, out of fucking nowhere, il y a Dansby Swanson qui a décidé, sais-tu quoi, je vais faire 32 points produits en 13 games. LOL. C'est absolument LOL. Quelle drôle d'équipe. Quelle drôle d'équipe, les Cubs. C'est grave de même, puis le pire, c'est que tu regarderais tout ça, puis tu te dis, hey, les Cubs de Chicago, ça doit être une bonne équipe. Vraiment une des meilleures équipes dans le baseball majeur. Non seulement cette équipe-là n'a même pas sa division, de 1, pour commencer, mais cette équipe-là joue juste pour 10 matchs au 500. On est 50 et 40 en 90 matchs depuis le début de la saison. Ouais. C'est à peine si on se maintient dans le wildcard. C'est pas... Ouais. C'est bon. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas extraordinaire non plus. Mais là, je voulais aller voir. OK. Si offensivement, nos 2 joueurs réussissent à faire des performances historiques de même, on va aller voir au monticule, OK? Je ne sais pas pour toi, là, mais mettons que tu regardes des highlights des Cubs de Chicago, là. Ça lance des circuits, comment on peut finir. Je regarde ça, puis je regardais ça aujourd'hui, là. Les Cubs de Chicago, là, en ce moment, là, seraient sur un pace d'accorder 247 circuits cette saison. 247. Puis le Wrigley n'est pas un stade particulièrement avantageux aux frappeurs. Là. C'est. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Chicago, ils ventent aussi. C'est aussi le vent qui n'aille pas là-dessus. Je voulais juste aller voir là-dessus, puis voir à quel point une équipe en série qui donne autant de circuits, j'imagine que ça ne s'est jamais vu. Et pourtant, il y a une équipe qui a réussi à faire pire que ça. Les Yankees de 2019 qui avaient donné 248 circuits. 2019, ça ne compte pas. C'est ça. C'est l'astérix qui vient avec. Parce que 2019, si vous suivi le baseball un peu à cette époque-là, c'est l'époque qui est notorieusement connue pour les balles qui étaient facilement frappées à 500 pieds toutes les fois. T'sais, la balle avait été modifiée à quelques reprises, puis là, on avait atteint un pic. Tout le monde avait des saisons de 30 circuits. Ça n'avait aucun espèce de bon sens. Fait qu'il y a un peu un astérix, un peu comme les stéroïdes, un peu, je pense que c'est un peu la même là-dessus, mais les Cubs pourraient être l'équipe qui participe aux séries éliminatoires qui a donné le plus de circuits en une saison. C'est quand même incroyable. C'est assez fou. Puis écoute, ces Yankees-là, d'ailleurs, en 2019, comment on avait répondu au final après une saison de misère, on avait signé pour rien d'autre que Garrett Cole. Fait que je pense que ça veut dire que les Cubs n'ont pas le choix de signer Tarik Skubal sur le marché de l'autonomie. Je pense pas que ça va arriver, mais ce serait quand même cool. Écoute, la théorie n'est pas mauvaise. Honnêtement, là, on vient de... Ouais. Le fit serait bon. On vient de commettre du gros cash à Alex Bregman qui a une saison de misère, puis les Cubs sont pas extrêmement dépendants habituellement. Fait, je vais le croire quand je vais le voir pour Tarik Skubal. Peut-être ce que je pourrais voir, qu'il soit échangé aux Cubs pour terminer l'année, ça, je pourrais le voir. Mais qu'il signe avec les Cubs au terme de la saison, ça, je vais en douter jusqu'à temps que ça se fasse. Mais, là, tu l'as dit, cette équipe-là est vraiment, vraiment spéciale. Écoute, on a parlé de PCA, Seiya Suzuki qui est excellent depuis qu'il est revenu de blessure. Ian Happ qui était, je pense, 18 circuits cette année, 17-18. Une autre super belle saison pour Ian Happ. Nico Horner qui reste bon aussi. Bregman, une saison difficile. Ça reste un gars qui est talentueux. Puis, tu sais, c'est tellement une drôle d'équipe, man, les Cubs. Comment tu peux avoir autant d'attaques puis être aussi mauvais que ça pour lancer dans un stade qui, on le rappelle, là, c'est pas un stade qui est particulièrement avantageux pour les frappeurs, le Wrigley Field. Ça peut arriver, le vent, une mauvaise journée ou deux, là, mais le vent, il va aller des deux bords. Il ne sera pas tout le temps du bord où est-ce que ça va finir en circuit, cette affaire-là. Quel drôle d'équipe, les Cubs de 2026. Je les aime d'amour parce qu'ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens. Puis c'était un peu un des premiers bits qu'on a fait sur ce podcast-là. Moi qui avais décidé de devenir fan des Cubs de Chicago en 2023, qui était devenu comme mon équipe de bandwagon en fin de saison pour qu'ils espéraient qu'ils gagnent. Finalement, je pense qu'il y avait-tu pas même manqué les séries cette année-là? Je pense qu'il avait manqué. Je pense que ça avait été la débandade en fin de saison. Je pense que l'année oui, où Bellinger avait été bon, si je ne me souviens que Bellinger avait été bon, puis ça avait. Puis Marcus Stroman était. Je pense que c'était-tu là que Marcus Stroman il était encore un gars. Stroman est encore là.
Wow, ça fait longtemps qu'on fait ce show-là. Ah, ça fait longtemps. Puis, rapidement sur les Cubs en ce moment-là. Sur toutes les équipes qui pourraient participer aux séries en ce moment, la pire moyenne de points mérités d'équipe à 4,36. Tu sais, ton enclos, 4,36 de moyenne de points mérités, puis tu fais les séries là-dessus, tu donnes 250 circuits sur une saison, puis tu réussis quand même à faire les circuits tu réussis quand même à faire les séries, surtout dans la Ligue nationale qui est vraiment compétitive cette année. Là, c'est pas la Ligue américaine où tout le monde, à part 2 clubs, est genre mid at best. Là. Puis ça part de Shota Imanaga. Ce gars-là, autant qu'il avait été électrisant sa première saison en Amérique du Nord il y a 2 ans, ce gars-là n'a jamais trouvé le moyen de s'améliorer. Ses stats sont en déclin à chaque fois. Ça part de lui. C'est lui qui mène. Ouais. En fait, il est 2e parmi les lanceurs qualifiés pour le plus de circuits accordés, derrière Jeffrey Springs, qui joue à Sacramento. Oui, puis c'est pas chic, Imanaga, la moyenne de points mérités à 4,28 puis 21 circuits, mais ce qui est frustrant, c'est que quand tu regardes ça, ce gars-là a quand même des bons. Tu sais, ça laisse croire qu'il est un peu malchanceux parce que son whip reste quand même de 1,1, ce qui est vraiment plutôt faible. Moyenne au bâton de ses adversaires, c'est 227. Je pense qu'il se fait un petit peu bullshiter en ce moment, Imanaga. Je pense qu'il est un peu malchanceux, mais au-delà de ça, Edward Cabrera, qu'on a acquis en grande pompe pendant la dernière saison morte, c'est une saison de misère pour lui. Colin Rea, lui aussi, c'est une saison de misère. Jameson Taillon, et boy. Même Matthew Boyd, il est là. Ce qui a fait mal, je pense, c'est de perdre Cade Orton. Ça a fait vraiment, vraiment mal. Ça avait tellement été une belle révélation l'an dernier. Finalement, il n'est pas là cette année. Je pense que tu mets Cade Orton dans cette rotation-là, puis tout se place un peu plus, mais on n'a pas de lanceur partant de confiance. Dans l'anglo, mettons, je me force. Ben Brown est bon. Il y a quand même quelques bons releveurs. Ryan Rolson a une belle saison. Mais sérieux, les moyennes de points mérités, ça a l'air des jokes. Tout est haut. Daniel Palencia a une belle saison, j'imagine. Mais c'est vraiment une drôle d'équipe. Je les aime parce que c'est aussi une drôle d'équipe dans le sens que. Phil Maton. Ouais, vas-y. Puis, ce qui est quand même drôle aussi, c'est que cette équipe-là, habituellement, sur papier, c'est une bonne équipe défensivement. Dansby Swanson puis Nico Horner, c'est probablement le meilleur duo shortstop deuxième but de tous les majeurs. Alex Bregman, qui est quand même reconnu pour une défensive. Ian Happ, ça gagne des gants dorés au champ gauche depuis des années. Cette équipe-là, défensivement, est supposée être excellente, puis pourtant, on n'aide pas nos lanceurs. Je me l'explique mal. Mais je les aime, les Cubs, parce que c'est une équipe bizarre. Ils sont vraiment, vraiment bons d'un bord. Puis, tu sais, on dit tout le temps, à chaque année, toutes les bonnes équipes ont besoin de lanceurs. Les Cubs, c'est un cas extrême de ça. Mon Dieu, qu'on a besoin de gars qui vont pouvoir nous trouver des retraits. Puis j'ai hâte de voir comment on va gérer le prochain mois chez les Cubs. Est-ce qu'on va aller chercher, je ne sais pas si on va aller chez Skubal nécessairement, mais Sonny Gray qui risque d'être un nom qui va être intéressant. Est-ce que d'autres lanceurs vont être sur le marché? Est-ce qu'on va s'intéresser peut-être à des gars un peu moins des gros noms, mais peut-être des gars au moins qui sont fiables? Est-ce qu'on va préférer construire la relève? Est-ce que Roldis Chapman pourrait revenir à Chicago pour au moins aider en 9e manche? Pas de suite. Tout soon. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment les Cubs vont faire. Puis surtout, parce que oui, on a vraiment besoin de parce que, tu sais, Chicago sont un peu dans... Peut-être pas autant qu'à cette époque-là, mais je me souviens, c'est quoi? C'est en 2021 là, ou 2020, là, tu sais, à cette époque-là, au début des années 2020, où on était... Tu sais, borderline, on ne savait pas si on était acheteur ou on était vendeur, puis ça a pris comme une séquence de genre 7 défaites de suite, puis on a, tu sais, Chris Bryant est parti, Javier Baez est parti, Kyle Schwarber, tu sais, on avait tout vidé. Anthony Rizzo, c'était parti aussi. Fait que, tu sais, je pense que peut-être d'ici juillet, puis peut-être début du mois d'août, on pourrait se retrouver dans cette situation-là, où un Yana pourrait partir, un Shota Imanaga pourrait partir. Tu sais, on pourrait se retrouver rapidement dans une situation que on pourrait vendre à la date limite de transaction. Je pense qu'on va acheter, mais j'ai hâte de voir. Je suis curieux. Mais si vous voulez, on peut reprendre le bit que les Cubs de Chicago soient l'équipe officielle de la triple menace d'ici la fin de la saison du baseball majeur. Vu que toutes nos équipes, et même celle de Mio qui n'est pas avec nous, et ses Moody Blue Jays, sont absolument incompétents depuis un bon moment. Ceci étant dit,
vous êtes nombreux à participer sur Facebook. Puis on est tellement contents que vous êtes parmi nous. Vous nous donnez du contenu à chaque semaine. C'est toujours beau. On est rendu au-dessus de 2000. Je suis en train de m'étouffer en même temps. Là. Ça commence à ne pas être drôle. Là. Je commence à m'étouffer. Donc, tu vois, je suis en train de m'étouffer en ce moment. J'essaie d'être cute, puis mon corps réagit. Là. Ça ne marche pas. Vous êtes quasiment 2000 sur Facebook. Vous êtes quasiment 160 sur Instagram. Vous êtes à peu près quasiment 200 sur TikTok. Merci de nous suivre absolument. Je pense qu'on a-tu dépassé 250 aussi sur YouTube? Je pense que oui. Ça approche. Hey, tu sais quoi? Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, vous écoutez sur YouTube en ce moment, là. On approche. Ouais, non. 250 avant le match des étoiles dans une semaine. Ce serait cool, ça. On le prend là-dessus. Écoute, on surveille cette semaine, possiblement le gros dossier qu'on va surveiller cette semaine. Est-ce que les Dogs d'Anaheim vont matcher l'offre style des Flyers? Disons jusqu'à vendredi. Habituellement, c'est une semaine que tu as le droit à faire. L'offre a été déposée vendredi passé. On va attendre d'ici vendredi. Moi, je pense que d'ici le mardi, on va avoir une réponse. Habituellement, les équipes tardent pas jusqu'à la fin. Puis, tu sais, après 3... Tu sais, même Sébastien Aho, ça avait pris 3-4 jours avant que les Hurricanes égalisent aussi. Ah ben, on va attendre jusqu'à la toute fin, c'est sûr, avant d'annoncer la décision officielle. Mais tu sais, peut-être qu'ils vont dire... Mais d'après moi, on va cacher notre jeu jusqu'à la toute fin. Les Canadiens avaient fait ça avec Kotkaniemi à l'époque. On avait attendu vraiment jusqu'à la toute fin avant de le dire. Aho, c'était un peu parce qu'on voulait écœurer. C'était sûr et certain. Cette offre-là n'avait aucune chance de ne pas être égalée. C'est un peu pour ça. Je ne m'attends pas à avoir de nouvelles, surtout Pat Verbeek qui mène un bateau bien rodé. Ne laissera pas de fuite couler. Mais je pense aussi qu'on va l'égaler. Mais c'est vraiment intéressant comme décision. Ce qu'on va surveiller aussi dans le baseball majeur cette semaine, on a annoncé les partants et les équipes d'étoiles pour le match des étoiles qui s'en vient à très grands pas du côté de Philadelphie. On n'a toujours pas su qui allait au concours de circuit. J'imagine qu'on va suivre ça au courant de la semaine. Ça devrait être les autres bientôt. Hein? Caminero a été annoncé. Caminero, il va. Schwarber a dit qu'il va y aller sur son dossier. Je pense que Bryce Harper songe à y aller aussi, vu que c'est à Philadelphie. Mais on devrait le savoir. Le seul qui est confirmé, c'est Caminero. Le reste devrait venir dans la semaine. Fait que ça, on va suivre de ce côté-là. En attendant, merci d'avoir pris la dernière heure et demie avec nous, de s'être rendu jusqu'à la fin, de nous avoir suivis. On était juste 2 cette semaine. Mio va revenir la semaine prochaine, même s'il a vécu la belle contrée et la lointaine contrée de l'Abitibi-Témiscamingue. Il va être avec nous la semaine prochaine. Ne soyez pas inquiets de ce côté-là. On fait juste vous dire, il y a juste 10% qui nous écoutent, qui nous suivent. Si vous voulez nous aider, tu sais, vous n'avez même pas à dépenser de l'argent. Vous nous suivez, vous nous donnez 5 étoiles, l'algorithme se charge du reste. C'est la seule chose que vous avez à faire. Ça nous encourage et ça nous permet d'aller plus loin dans cette aventure-là. Fait que si tu as le temps de le faire, fais-le. Je te remercie. En attendant, on va être 3 la semaine prochaine. Merci tout le monde et au revoir.